On va parler aujourd'hui de l'évolution du coût des énergies, du choix du système de chauffage, les véhicules électriques et les bornes. Après, on va déjà poser un petit peu les questions par rapport à ça. Ensuite, on va faire un point sur la fiscalité. C'est important. C'est pas toujours très gai, mais c'est important. On va parler aussi des batteries et du photovoltaïque, et on va de nouveau avoir des questions-réponses. Alors ici le premier graphique, c'est l'évolution du coût de l'énergie. Alors j'avais un collègue très sympa à Esneux qui Esneux sûrement grâce à Greg, parce que on a 30% de clients Esneux, on ne sait pas pourquoi. Merci Greg. Donc en 2000 en fait l'électricité était à 10 cents le kilowattheure, toute TVA, toute taxe comprise. Et dans le début des années 2000, en fait, il y a eu la libéralisation des marchés de l'électricité dans le but de faire diminuer le prix de l'électricité. Manifestement, ça n'a pas très bien fonctionné. Évidemment, il y a eu quelques crises. On voit déjà en 2009, et puis la crise Covid, et puis la crise Ukraine. Alors ici, on a fait un petit camembert. On a différents termes pour ça, graphique circulaire pour les plus ingénieux, sur la répartition du coût de l'énergie. En fait, on peut voir que sur 100% de facture d'électricité, vous ne payez avant que 39% d'électricité. Tout le reste, en fait, c'est du transport, des taxes, c'est ORES, de la gestion de certificats verts, c'est 36 trucs que vous pouvez voir sur votre facture. Il y a une dizaine de postes, il y a un seul poste, c'est l'électricité, tout le reste c'est du supplément. Et alors je vais passer un petit peu la parole à Greg pour avoir un petit peu des explications sur l'évolution du coût de l'énergie et un petit peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Vas-y Greg. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, donc moi je vais intervenir pour vous expliquer un peu les raisons de l'augmentation de votre facture d'électricité et de gaz. Je ne suis pas la personne la plus optimiste du monde, mais vous allez vite vous en rendre compte. On vit une crise énergétique sans précédent. C'est-à-dire que si je vous donne un simple exemple, vous allez comprendre tout de suite. Un particulier qui se chauffe au gaz et qui consomme de l'électricité pour une maison unifamiliale, 4 personnes, 4 façades, va voir sa facture passer de 2 500 € en moyenne à 8 000 €. Donc aujourd'hui, la situation est très grave. Elle est très grave pour les particuliers, elle est très grave pour les entreprises. Je le vois tous les jours chez nos clients, ils ne se rendent pas encore toujours compte de la gravité de la situation. Mais une chose est sûre, c'est qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont arriver, ils vont voir arriver des augmentations tarifaires sans précédent. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'avais préparé quelques slides, mais je pense que c'est plus simple de vous expliquer ça en quelques mots. La crise en Ukraine n'a fait que remettre de l'huile sur le feu, mais cette crise énergétique, il faut bien comprendre qu'elle a débuté plus ou moins il y a 12 mois. Vladimir Poutine est loin d'être un imbécile, c'est peut-être un fou, mais c'est loin d'être un imbécile. Et je pense sincèrement qu'il prépare sa guerre depuis presque 12 mois, en vidant quelque part les stocks de gaz européens. Et donc, sans rentrer trop dans les détails, c'est le prix du gaz en Europe, partout en Europe, qui détermine aujourd'hui le prix de l'électricité. Et le prix du gaz n'a jamais été aussi cher. Donc, historiquement, on a eu des crises énergétiques, mais la crise la plus grave sur les 10 dernières années était en 2008, au moment de la crise des subprimes aux États-Unis, où le prix pour l'électricité a atteint sur les marchés boursiers 100 €. Pour vous donner un petit ordre d'idée, au mois de décembre, le prix pour 2022 était à plus de 300 €. Donc c'était 3 fois le prix le plus cher jamais connu sur les marchés boursiers. Donc très concrètement, aujourd'hui, tout simplement, votre fournisseur d'énergie n'a un seul choix, c'est de répercuter quelque part le coût des marchés boursiers au travers de votre facture. Le fournisseur aujourd'hui, tout le monde pourrait croire qu'il a bon dos et qu'il gagne énormément d'argent sur votre dos, que du contraire, ils sont vraiment très malmenés. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fournisseurs d'énergie en Belgique qui ont déjà fait faillite. Dans les pays européens qui nous entourent, il y a une multitude de pays qui ont vu plusieurs dizaines de fournisseurs d'énergie faire faillite, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à des coûts d'énergie sans précédent et que ça influence fortement leur trésorerie. Donc, et Greg, tu avais des petits graphiques après, je pense, qu'on peut montrer.
J'avoue que moi je ne me vois pas très fort. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir le graphe. Ceux qui sont tout près, oui. Ceux qui sont tout près, vous pouvez le voir. Donc forcément, le graphe que vous avez sous les yeux, c'est le prix. Je pense que c'est le prix du gaz, mais si on juxtapose les courbes d'électricité et de gaz sur les marchés boursiers, on va retrouver exactement les mêmes tendances. Donc on retrouve ici en 2008, vous voyez, si je dessine rapidement pour ceux qui sont un peu plus loin, le prix le plus cher de tous les temps est ici, et le prix fin de l'année 2021 est juste là. Donc tout simplement, ce n'est plus une courbe ascendante, c'est une courbe ascensionnelle et exponentielle avec des variations de marché d'un jour à l'autre tout à fait extraordinaires, puisque je me rappelle d'un jour du mois de décembre 2021 où le marché a pris l'équivalent de 100% du prix historique. Donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel. On peut peut-être passer au slide suivant. Un élément très important qui échappe un peu à la connaissance de pas mal de particuliers ou même de PME, voire de certains industriels. Moi aussi. De moi aussi. De toi aussi. Mais toi, c'est normal. C'est que historiquement, moi, ça fait quasi 15 ans que j'achète de l'énergie pour des PME ou des industriels ou des institutions publiques. Et il y a un facteur qu'on observait vraiment de loin depuis pas mal d'années et qui, depuis maintenant 24 mois, a pris vraiment une ampleur démesurée dans le prix de votre facture d'électricité. C'est simplement le prix de la tonne de CO2. Alors on est clairement dans une transition énergétique. Des efforts sont faits pour réduire son empreinte carbone, mais il faut savoir que les gros industriels, eux, ça leur coûte énormément d'argent. Dans les gros industriels, on retrouve des producteurs d'électricité qui produisent de l'électricité à partir de gaz. Donc le prix de la tonne de CO2 est passé de 5 € la tonne à quasi 100 € la tonne en presque 24 mois. Donc c'est un coût que, inévitablement, quelque part, tout un chacun, chaque consommateur, subit dans sa facture, et il faut savoir que c'est tout simplement une directive européenne. Donc il n'y a pas de moyen d'esquiver ce coût, mais ce coût il est significatif dans le prix de l'électricité que vous consommez. Alors là, j'ai fait juste un petit focus sur les années qui nous occupent, 2023, 2024, 2025. Donc il faut savoir qu'on peut acheter aujourd'hui un contrat, quelque part, plus pour les particuliers. Je pense que Christophe qui est dans la salle ne me contredira pas. Aujourd'hui, on ne peut plus acheter à prix fixe pour 1 an, 2 ans, 3 ans en tant que particulier. Pour des professionnels, via certains mécanismes un peu plus complexes, on peut encore figer son prix pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. La question est de savoir est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Quelque part, ça c'est la grande question du moment. Mais on remarque qu'aujourd'hui, plus on achète loin dans le temps, moins c'est cher. Donc c'est bien la preuve que quelque part, les éléments géopolitiques qui nous entourent au quotidien, donc principalement la guerre en Ukraine, influencent fortement les courbes. Et alors, quoi, l'électricité, ça va baisser alors dans le futur? Parce que c'est ça qu'on veut savoir, nous. Alors moi je suis très transparent vis-à-vis de mes clients, je n'en ai aucune idée. Et le gaz? Non, très sincèrement, l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de maîtriser son budget, d'avoir une certaine visibilité, de fractionner son risque. Donc un peu quand vous achetez une maison, vous devez faire un choix entre un taux hypothécaire à prix fixe et un taux hypothécaire à prix variable. L'énergie, ce n'est que ça, c'est la même dynamique. Pour les professionnels en tout cas, on a le choix de mixer un peu les stratégies, et aujourd'hui c'est vraiment les recommandations qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, ça revient à lancer une pièce en l'air, savoir de quel côté elle va retomber. Alors j'espère de tout cœur que ça va se corriger, ça a tendance à stagner et à se stabiliser, ça ne diminue pas forcément, mais je veux dire, l'envolée est un peu adoucie pour le moment. Sincèrement, aujourd'hui, il faut fractionner un maximum son risque en tant que professionnel. Pour un particulier, de toute façon, sauf erreur de ma part, mais sincèrement, moi je ne m'occupe pas de particulier, mais vous ne pouvez pas. Vous avez uniquement le choix entre un prix variable et un prix variable. Vous n'avez plus aucun choix. Le seul choix que vous avez qui vous reste à faire, c'est le choix entre le fournisseur X ou le fournisseur Y. Mais très sincèrement, oui, dans frustré l'un ou l'autre, le choix du fournisseur aujourd'hui n'a plus aucune importance. On parle de 200 €, 300 € sur une facture de 8 000 €. Alors 200 € c'est de l'argent évidemment, mais c'est pas ça qui va faire maîtriser votre budget. Je ne sais plus ce que j'ai mis en présentation. Donc. Suivant.
graphe très intéressant. En tant que particulier, en tant que professionnel, on utilise de l'électricité pour ses consommations électriques, forcément. On utilise du gaz pour se chauffer, pour son process industriel, mais on utilise aussi du pétrole. Alors, personnellement, moi, c'est pas un marché, je suis de manière très étroite, mais je le suis parce que ça influence inévitablement les cours d'électricité et de gaz. Mais j'ai fait le plein pour venir chez toi. D'ailleurs, je te rendrai ma note de frais. Je suis effaré par le coût que représente, puisque je pense que c'était 2,15 € le litre d'essence. J'ai pas les moyens de me payer une électrique, donc. Mais c'est aujourd'hui le prix du gasoil sur le marché boursier, il n'a jamais été aussi cher. Donc on est en plein pic pétrolier. Et les décisions politiques européennes ne vont pas forcément dans le bon sens pour essayer de corriger le marché, puisque l'embargo sur le pétrole russe va ne faire qu'enflammer encore une fois le pétrole. Donc ça m'amène à dire que forcément les moyens de chauffage en tant que particulier doivent être constamment réévalués. Et forcément le gasoil en tant que tel aujourd'hui, je ne suis pas un expert en matière de chauffage, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment l'élément très intéressant, le plus intéressant pour chauffer son habitation. Alors ici on a fait un tableau qui est un peu grand. En fait on a comparé toutes les sources d'énergie, donc le bois de chauffage, mais évidemment il faut considérer que le bois de chauffage c'est dans un poêle à bois, donc ça n'a pas le confort d'une chaudière. Une pompe à chaleur avec comme combustible de l'électricité photovoltaïque, du pellet, du mazout, du gaz de ville, du propane, et alors une pompe à chaleur avec de l'électricité sans panneau photovoltaïque. Donc en fait on a mis ça en musique, on a regardé le prix du combustible, mais c'est pas suffisant, donc on a comparé ça avec un rendement. Par exemple, quand on brûle une bûche de bois, on sait brûler, enfin en tout cas récupérer que 85% de l'énergie qu'il y a dans la bûche, alors que quand on utilise de l'électricité pour une pompe à chaleur, on arrive à avoir 300% de rendement. Donc utiliser que le prix du combustible pour comparer les énergies, c'est pas intéressant, il faut les comparer également avec leur rendement. Par contre, on s'est dit, le calcul n'est pas assez poussé, il faudrait aussi regarder l'investissement de la machine, parce que une pompe à chaleur, ça coûte 12 000 €, alors c'est génial, c'est un bon rendement, mais ça coûte 12 000 €. Tandis qu'une chaudière gaz, allez, à 5 000, 6 000, on s'en sort, mais le rendement est un peu moins bon, avec un combustible qui est encore différent. Donc on a mis tout ça en musique sur 25 ans, et alors on a, je vais me rapprocher un petit peu pour bien voir, pour une fois que j'aime pas le soleil. Donc on a comparé ça, et alors, je vais prendre ce micro. Donc le bois de bûche, je ne vois plus grave là, plus étouffé. Donc le bois de bûche, on est plutôt à 10 cents le kilowattheure. Donc à chaque fois on a regardé combien il y a de kilowattheure dans une bûche, combien de bûches on met dans un mètre cube, combien coûte un ster, puis on arrive à 10 cents le kilowattheure. L'électricité photovoltaïque avec une pompe à chaleur à 11 cents, donc c'est la deuxième technologie la plus compétitive. Tout ça en incluant le tarif prosumeur. Ensuite, il y a le pellet. Le pellet, c'est 11 cents, mais de nouveau, c'est pas possible de le mettre dans une chaudière, ou alors avec une chaudière, c'est extrêmement coûteux. Il faut compter au moins 15 à 20 000 €. Et puis alors là, c'est parti, la flambée des prix. Le mazout, on est à 18 cents. Le gaz de ville, 18 cents aussi. Et le propane, 20 cents. Et le pire du tout, c'est une pompe à chaleur. Et c'est pas le pire encore. C'est déjà grave, c'est une pompe à chaleur avec de l'électricité qu'on achète sur le réseau. Donc sans panneau photovoltaïque, c'est 26 cents. Et le pire de tout, c'est même pas en dessous, il n'y a même plus de place en dessous du tableau, c'est acheter de l'électricité sur le réseau sans panneau photovoltaïque et avec des radiateurs électriques qui ont que 100% de rendement, alors qu'une pompe à chaleur en a 300. Après, on a fait un tableau plus simple à comprendre. Donc là, c'est un récapitulatif des combustibles. Tout ça est sur notre site internet. Donc le bois de bûche, c'est 6 cents, le pellet 8 cents, le mazout 13 cents, c'est simple. En fait, c'est 1,30 € le litre de mazout et il y a 10 kWh par litre. L'électricité photovoltaïque avec le tarif prosumeur, on a 12 cents, le propane, le gaz de ville
Et le pire de tout, c'est l'électricité qu'on achète sur le réseau est à 55 cents. Donc la personne qui se chauffe avec un radiateur électrique, sans panneau photovoltaïque, ça lui coûte 55 cents le kilowattheure. Et à contrario, avec du bois de bûche, c'est 6 cents. Donc 10 fois moins cher, en gros, de se chauffer avec une bûche qu'avec un radiateur électrique avec de l'électricité du réseau sans panneau. Donc c'est assez interpellant. Voilà. Sauf que si tout le monde se mettait à chauffer au bois, on n'aurait pas assez. Oui, ça c'est un autre problème. Oui. Faut en remettre, mais ça prend du temps. Hein. Oui, tout à fait. Ici, on a fait quelques heures de grandeur parce que souvent on me dit bah tiens, j'ai rajouté un jacuzzi, est-ce qu'on ne mettrait pas un panneau pour un jacuzzi? Malheureusement, un jacuzzi, ça ne consomme pas un panneau, ça en consomme 5 à 12 panneaux. Donc un jacuzzi qui va être très bien isolé va consommer... Enfin, j'ai pas voulu trop parler en kilowattheures parce que je pense que tout le monde n'est pas à fond dans les kilowattheures. C'est plutôt s'imaginer la place de 12 panneaux sur un toit. Donc un jacuzzi bien isolé va consommer 5 panneaux, enfin l'équivalent de la production de 5 panneaux. Un jacuzzi qui n'est pas du tout isolé en plastique, c'est même 12 panneaux. Donc généralement, un jacuzzi va consommer plus qu'un ménage moyen de base. C'est assez interpellant aussi. Une piscine, c'est 7 à 12 panneaux. Une pompe à chaleur, pour chauffer toute la maison, il va falloir rajouter 12 panneaux. Donc la consommation d'un ménage moyen, c'est plus ou moins 12 panneaux. Si on met une pompe à chaleur, il faudra 24 panneaux. 12 panneaux en plus. Alors, une climatisation, donc c'est toujours important de s'imaginer si une climatisation, on va l'utiliser juste pour réfrigérer en été, ou si on va l'utiliser pour chauffer en hiver, et à la fois pour réfrigérer en été. Donc si on utilise une clim juste pour refroidir un local, en fait le rendement va être assez bon, on va consommer l'équivalent de 4 panneaux. Par contre, si on utilise cette clim en chaud et en froid, on va tripler la consommation de la clim, et il faudra ajouter 12 panneaux juste pour une clim. Alors, un truc qu'on aime assez bien, c'est le radiateur électrique de la salle de bain. Ça, c'est assez intéressant. Je prends mon cas personnel où on se chauffe au bois dans la maison. Et dans la salle de bain, on a juste mis un petit radiateur électrique. Ben, ça, c'est 3 panneaux photovoltaïques pour la salle de bain. Alors, le plus fou, c'est si on se chauffe avec des radiateurs électriques dans toute la maison, il faut 28 panneaux. Donc ça, c'est complètement fou. Et alors, une voiture électrique, si vous roulez 30 000 km par an, on se dit que c'est une sorte de moyenne, 30 000 km par an, il faut 20 panneaux photovoltaïques juste pour la voiture électrique. On ne parle pas de la consommation de base. Bref, comme je le mets dans la fin du slide, tout ce qui chauffe, qui refroidit et qui roule, ça consomme énormément. Alors ici, c'est des ordres de grandeur au niveau des voitures électriques. Donc une voiture électrique, elle consomme plus ou moins 22 kWh au 100 km. Il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant. Évidemment, si on est en été, on consomme moins. En hiver, on consomme plus. Si on est 5 dans la voiture, on consomme encore plus. Une borne de recharge qui fonctionne à 11 kW. Donc on met 11 kW par heure dans la voiture. On va pouvoir tenir 50 km. Donc par heure de recharge, avec une recharge à 11 kW, on roule 50 km. Ça, c'est pour une recharge en résidentiel. J'aime toujours bien de vulgariser les choses. Donc, il faut se dire que par 10 000 km qu'on fait par an, il faut 7 panneaux. Ça, c'est assez simple. Par 10 000 km, vous mettez 7 panneaux photovoltaïques. Vous allez le voir après avec les calculs de Morgane, mais c'est encore maintenant, le slide. C'est la voiture électrique. Si vous pensez faire une bonne affaire, il va falloir se poser d'autres questions. Donc la voiture électrique, ça peut être intéressant si vous rechargez en entreprise, parce que l'électricité que votre patron va acheter, vu que c'est des volumes beaucoup plus importants, va être moins cher. Par contre, si vous rechargez chez vous, la voiture électrique, ça va pas du tout être intéressant par rapport à du mazout. Donc je le mets après, donc recharger à la maison, c'est exactement le même prix que rouler au mazout pour le moment. Et on parle pas d'aspect fiscal, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, et c'est Morgane qui s'en occupe. Le CNG, je tenais à en parler un petit peu. Et le bio-CNG, donc le principe est très intéressant, c'est difficile de trouver les pompes, mais on a nos voisins chez Tomega qui roulent au CNG, au bio-CNG issu d'une ferme, et c'est encore plus intéressant que le diesel et l'électrique, mais le problème c'est de trouver des stations. Voilà, Nima.
Alors ici, c'est simplement un slide. On montre à gauche une borne de recherche DC, recherche rapide et borne de recherche AC. C'est comme on a mis sur notre parking. Ici, on voulait parler un petit peu de la différence des bornes d'essai, parce que souvent, on vient chez nous, chez Novweb, pour dire « Ah, je veux une borne rapide, etc. » Ben voilà, une borne rapide, c'est entre 30 000 et 150 000 euros. Donc, c'est souvent ce que je dis en premier lieu. Donc, une vraie borne rapide, donc c'est entre 22 et 200 kW. On voit sur le connecteur qu'il y a à la fois la connectivité au-dessus et le plus et le moins en dessous. Alors, la grosse particularité d'une borne rapide, donc DC, ça veut dire que le chargeur est dans la borne. Une borne AC, en fait, en gros, il faut juste imaginer que c'est une prise. La borne AC, ça fait juste passer le courant dans la voiture, et tout ce qui est intelligent, ces chargeurs, est dans la voiture. L'avantage d'une borne DC, c'est qu'on va pouvoir recharger en 30 minutes l'équivalent de 450 km en autonomie. Mais pour ça, il faudra débourser au moins 150 000 euros. Donc c'est pas pour tout le monde, ça va être plutôt pour une station essence, ce genre de choses. La borne AC, sur la plus puissante des bornes, on va recharger en 30 minutes 50 km, donc 9 fois moins. Par contre, ça c'est abordable, c'est 3 700 euros une borne AC. Pour les deux bornes, c'est possible de recharger de manière dynamique, donc recharger quand il y a de l'ensoleillement. On peut ouvrir la borne au public, donc recharger quand des gens veulent se promener ou quoi. Ben, ils peuvent recharger, par exemple, ici chez Novweb, dans le parking, les gens rechargent, on leur revend l'électricité, et eux ils sont contents, ils ont pu recharger et rentrer chez eux. Et on peut aussi protéger le disjoncteur, donc ça veut dire qu'on va mettre une protection pour que quand le courant maximal est atteint, si ça marche, on va pouvoir diminuer la puissance de la borne pour ne pas faire déclencher le disjoncteur. Voilà pour le slide borne. Donc ça c'est un petit slide pour montrer la régulation. Donc ça c'est ici dans nos bureaux. Donc on voit sur l'écran du dessus l'injection. Donc évidemment donc l'injection c'est avec les panneaux photovoltaïques. On voit qu'avant 11 heures on n'a pas eu de production photovoltaïque, et puis que la production photovoltaïque a commencé à augmenter au fur et à mesure de la journée. Et moi j'ai branché ma voiture le matin à 8 heures. Je lui ai dit ben voilà, je veux qu'à 18 heures elle soit chargée complètement. Elle n'a pas rechargé directement à 8 heures, elle a attendu qu'on injecte sur le réseau, donc qu'on produise de trop, pour seulement enclencher la recharge de la voiture. Et ça a un intérêt énorme, parce qu'au lieu de revendre, je prends le cas en industriel, de l'électricité à 500, enfin au lieu de revendre l'électricité à 100 euros le mégawattheure et on racheter après à 500, en fait on va attendre, on ne va pas racheter l'électricité à 500 euros, on va juste attendre, et au moment où on aurait pu revendre l'électricité moins chère, on va l'utiliser pour charger la voiture. Donc ça c'est un intérêt qui est en fait 5 fois plus intéressant que d'injecter. Voilà, donc ça c'est la première partie des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc Greg tu peux me rejoindre si tu entends. Greg, c'est ton micro là, avec la voix de baryton. Je reprends l'autre. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, le but, c'est de parler un petit peu avec vous des premiers slides. Donc, en fait, les bornes que vous proposez sont, entre guillemets, des bornes intelligentes qui vont éventuellement voir si on injecte sur le réseau ou recharger la batterie ou la pile. Oui, c'est ça exactement. Donc, les bornes qu'on propose ont toujours l'option de pouvoir être intelligentes, et donc on mesure en fait la consommation en tête d'installation, et on va gérer de manière dynamique la recharge de la voiture en fonction de la production solaire, dans le but de ne pas renvoyer l'électricité sur le réseau à midi et d'en racheter le soir, inutilement. Quelqu'un d'autre a une question? Vous pouvez, hein? Non? C'est bon? Oui? En fait, si on fait moins de 100 km par jour, c'est quand même le cas de beaucoup de monde, avec une voiture électrique, on n'a besoin que de 22 km. En moyenne. Exactement. Oui. Et donc, sur une journée comme aujourd'hui, par exemple, on peut, avec des panneaux... Ah oui, je vais répéter la question. Donc, oui, pour répondre à votre question, donc en été, par exemple,
avec à condition d'être chez soi pour recharger, parce que ça doit être instantané, avec 22 kW de production solaire, on sait recharger sa voiture à hauteur de 100 km, donc finalement, ce qu'on roule sur une journée classique pour certaines personnes. Moi, je suis vite à 150-200, mais ça dépend un peu des personnes. Par contre, en hiver, on va pouvoir recharger l'équivalent de 5 ou 10 km maximum. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Donc après, on va aborder un sujet qui est un peu moins technique. Enfin, non, ça reste technique, mais moins matériel, qui est plutôt comptable, fiscal. Donc je ne sais pas si vous avez une question avant. Non? C'est bon, on passe à la suite? Allez, go. Donc c'est pour Morgane. Donc Morgane nous a fait un super tableau que j'ai parcouru toute l'après-midi. Ça m'a passionné. Non, mais en fait, la comptabilité, c'est vraiment... Ah, ça passait au slide suivant, je vais revenir. C'est vraiment intéressant, je te laisse Morgane présenter. Donc moi, je vais juste m'adresser aux professionnels dans un premier temps. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on parle autant de voitures électriques pour le moment? C'est parce que l'administration a dans l'idée de ne plus permettre la déduction des voitures thermiques. À partir de 2026, toutes les voitures qui vont être achetées en thermique ne seront plus déductibles pour rien du tout. Donc là, ce qu'on peut voir en fait sur le tableau, c'est que jusqu'à présent, on a donc pour les voitures avec un gros rejet de CO2, on arrive à une déduction de 40% qui va diminuer d'année en année, et à partir de 2026, on arrivera à zéro. Pour les voitures un peu plus sympathiques, entre 1 et 190 grammes de CO2 de rejet, y compris les hybrides, ça veut dire qu'on a entre 50 et 100% de déductibilité, et en 2026, on arrivera à zéro. Les seuls, c'est les électriques purs. Là, on est à 100%, et 2026, on va commencer... Non, pardon, en 2028, on va commencer à diminuer, ce sera plus que 95% et plus 100%. Donc voilà pourquoi l'administration veut absolument passer à l'électrique, c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Alors, voilà, j'ai pris un simple exemple pour une Volvo XC40. Alors, si vous voyez, ici on part sur une électrique. Si mon slide s'en va. T'as pas envie J'ai le slide. Donc, on reprend. Donc ici, on a une XC40 au niveau électrique. On a déjà un prix fort cher, on arrive à 50 000. Par rapport à une hybride qui est encore plus chère, parce qu'évidemment, il y a le luxe de pouvoir faire les deux, on a 53 000. Et sur une traditionnelle essence, on n'est qu'à 40 600. Quand on compare simplement les coûts, donc les taxes, la consommation, l'avantage de toute nature et les amortissements, on voit clairement que l'hybride, c'est celle qui coûte le plus cher. L'électrique est la moins chère et elle est déductible à 100% pour le moment. En 2026, seul l'électrique sera déductible, tout sera rejeté et sera taxé. Et alors, il faut rouler en quoi alors maintenant? Je pose toujours cette question. On va dire que, clairement, si vous arrivez à recharger avec soit des panneaux, soit au bureau, l'électrique reste avantageux. Voilà. Maintenant, s'il faut recharger soi-même, chez soi, avec de l'électricité de réseau, il ne faut pas. Et je pourrais peut-être préciser aussi un truc, c'est pour les voitures hybrides, si on fait beaucoup de kilomètres, c'est pas intéressant non plus, parce qu'elles ont tendance à consommer beaucoup à cause du poids de la batterie. En fait, on va promener tout le temps... une batterie vide, quoi, quand on fait plus de 100 km, donc c'est pas intéressant de rouler en hybride quand on fait beaucoup de kilomètres. Non, du tout. Donc, là, on calcule, pour votre information, donc on fait simplement le coût de l'électricité à l'heure actuelle, fois la consommation plus ou moins d'une voiture électrique, si on veut, séparée. D'accord, c'est séparé. Et donc, on va dire que pour 25 000 km, on consomme 3 025 € en électrique. Si on fait le même calcul avec une diesel 6 litres au 100, 2 €, 25 000 km, on arrive à 3 000 €. La différence,
ne vaut pas la peine. Oui, le 25 a été changé, oui, je vous l'accorde que donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a une petite prime. On va savoir pour les particuliers. Si on installe une borne de recharge, on a droit à un crédit d'impôt, c'est-à-dire une réduction fiscale. En gros, elle est limitée à 1 500 € par personne. C'est très important. C'est si on achète entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024. Il y a des conditions, sinon c'est pas marrant. Donc il faut qu'elle soit mise à disposition des utilisateurs. C'est-à-dire que votre voisin peut venir se charger chez vous. Elle doit être que de l'électricité verte. Donc soit de l'électricité verte de votre réseau, soit des panneaux solaires. Ça fonctionne aussi. Il faut que l'installation soit approuvée par l'organisme de contrôle. Et il faut que... voilà, c'est ça. C'est 1 500 € par personne. Par personne ou par borne? Oui. C'est par borne, mais par personne. Donc si la borne, elle fait 3 000, et que vous l'achetez à 2, vous pouvez mettre 1 500 et 1 500. Alors, là-dessus, en 2021 et 2022, c'est 45% de 1 500 € de crédit d'impôt. Donc si vous faites le calcul, ça fait 675 € de crédit, à peu près d'impôt en moins. Voilà. En 2023, ce sera 30%, et en 2024, ce sera 15%. Évidemment, ils vont diminuer. Et alors, pour les professionnels, ils ont fait autrement. Ils ont décidé de pouvoir amortir la borne à 200% si on les achète du 1er septembre au 31 décembre 2022 et à 150% si on l'achète du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 août 2024. Alors, ça, je suppose que tout le monde connaît. Oui? Non? Il y a un petit chèque mazout qui est promis, qui est en cours de route. Donc, c'est 200 € qui sera délivré par le gouvernement. Il faudra fournir la facture et la preuve de paiement pour tout achat de mazout entre le 15 novembre 2021 et le 15 novembre 2022. La plateforme n'est pas encore ouverte, mais elle va être ouverte, je pense... Non. Pas loin. Je pense que c'est en juin, fin juin ou par là, en tout cas. Alors, il y a une prime chauffage fédérale. Ils sont gentils. Donc, à partir du 1er août 2022, il y aura 100 € qui va être retiré automatiquement par votre fournisseur d'électricité. Il n'y a rien à faire. Ce sera fait automatiquement et ce sera à partir du 1er août 2022, dépendra de votre fournisseur évidemment. Alors, encore un petit cadeau, un petit dernier. Pour toutes les installations de pompes à chaleur, chauffe-eau solaire et panneaux solaires, l'administration accorde un taux de TVA à 6%, y compris pour les maisons qui n'ont pas plus de 10 ans. À partir de quand? Ça, cette réforme, c'est déjà applicable. Et c'est applicable jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont fait construire et qui n'ont pas encore mis de panneaux. C'est le moment. En passant, je fais de la pub. Voilà. Merci Morgane, en tout cas pour la présentation. Je vais aborder un point que je n'aime pas du tout, mais il faut bien le dire. C'est les différents systèmes de tarifs prosumeurs. Donc on a eu l'info de Méga hier. Et alors en fait, au niveau du tarif prosumeur, on connaît tous le compteur qui tourne à l'envers, mécanique. Voilà, quand on produit, ça tourne dans un sens, quand on consomme, ça tourne dans l'autre. Et au final, on est à 0 au bout de l'année. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en gros, le photovoltaïque en résidentiel, il est rentable en 3 ans et demi pour le moment. Il faut savoir que pour les nouvelles installations, à partir du 1er janvier 2024, ça sera la fin du système du compteur qui tourne à l'envers. Et à partir du 1er janvier 2030,
c'est la fin du compteur qui tourne à l'envers, mais pour tout le monde. Tandis que pour 2024, ce sera pour les nouvelles installations. Alors, le tarif 1, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le système de compensation. En gros, c'est le compteur qui tourne à l'envers. Qu'on ait un compteur mécanique ou numérique, c'est ce système-là qui est d'application. Donc, si on injecte, il va y avoir une soustraction par rapport à ce qu'on produit. Donc, c'est comme si le compteur tournait à l'envers. Alors, le point 2, je l'ai relu 42 fois avant d'essayer de comprendre la moitié. Donc, c'est la commercialisation contrainte de l'injection. Je suppose que tout le monde a compris. Donc, Greg, tu comprends ça? Non. Donc, c'est en gros... Comment? Je pense que ça va être comme pour les professionnels, ils vont être obligés de revendre leur énergie réinjectée sur le réseau. Ouais, je crois que c'est la conclusion de ma lecture. Donc, en gros, à partir de 2030, pour tout le monde, ça sera fini le compteur qui tourne à l'envers. Et on va avoir de l'électricité quand on la produit, qui est produite, c'est cool, on la consomme. Par contre, tout ce qu'on va revendre sur le réseau, donc en été, on ne pourra plus le récupérer en hiver, plus ou moins gratuitement. Juste une petite info, ça c'est la théorie, c'est les décrets. Oui. Après, c'est géré par des intercommunales. Oui, ça c'est un autre débat. Je pense qu'on a encore 10 ans devant nous avant de ce soit vraiment opérationnel. Oui, et ce que je pense surtout, c'est qu'on parle de ça pour 2030, et moi j'ai l'impression que ça va arriver beaucoup plus tôt. À chaque fois qu'un truc est trop rentable en Wallonie, on diminue soit une prime ou on ajoute une taxe. Ça a toujours été comme ça. Et le fait qu'il y ait eu le Covid et la guerre en Ukraine, le photovoltaïque est devenu très très rentable. Et peut-être trop rentable aux yeux du SPOE. Donc moi je pense que ça va arriver un peu plus tôt. Et le résumé de tout ça, c'est que ceux qui ont des compteurs mécaniques, je te conseille de le garder, parce qu'avec ça, on ne sait pas voir grand-chose, quoi. Avec le compteur numérique, tout va être lié, et voilà. Le système 3, c'est comme le système 2, sauf qu'on peut avoir un fournisseur qui vous vend de l'électricité et un autre fournisseur qui vous le rachète. Et le système 4, c'est un truc complètement tordu. Et alors là, on fait la différence entre la consommation et l'injection, et vous pouvez le racheter à un prix préférentiel. Bref, plus ou moins incompréhensible. Donc ça, c'est les 4 systèmes et qui sont en vigueur, en fait. C'est un truc que personne ne sait, mais c'est en vigueur. On peut déjà, à l'heure actuelle, choisir entre ces 4 systèmes différents. Il faut le compteur qui le permette. Numérique, ouais. Donc en mécanique, on est d'office dans le compteur, dans le système 1 qui est plus intéressant. Et sur 10 clients, combien ont un compteur mécanique et combien ont privé, hein, B2C? Ça semble beaucoup. Oui, vu que nous, on a souvent les clients suivent nos conseils. 95% des compteurs mécaniques et 5% des numériques, dont moi un numérique parce que j'ai testé un truc, mais je le regrette. Ouais. Mais oui, tu ne conseilles pas de changer de compteur, mais non. Quand tu vas chez un prospect, chez un client, 95% du temps, il a un compteur mécanique. Oui. Donc c'est ça que j'évoquais tout à l'heure, le temps qu'il change les compteurs mécaniques chez tous les particuliers, on sera bien loin de 2030. C'est dans ce sens-là ma remarque. Oui, c'est ça. Mais maintenant, ils ont tendance même à obliger le changement. En cas de modification de puissance et ce genre de choses. Et même sans modification, on a vu une cliente cette semaine, vu qu'elle était supérieure à 6 kVA, on l'a obligée à mettre un compteur numérique. Et il y a un certain décret de je sais pas quand qui imposait ça, quoi. Le photovoltaïque en industriel, donc là c'est rentable toujours en 4 ans et demi. Alors, une grosse nouveauté... Enfin, des grosses nouveautés en photovoltaïque industriel, c'est que maintenant, ça devient intéressant d'injecter. Avant, quand on faisait le calpinage d'une installation, on disait, ben voilà, on consomme 50 MWh, on met 50 MWh, enfin mégawatts crête de panneaux, on fait 1 pour 1, c'est bon. Maintenant, un client qui a une grande toiture qui consomme peu, ça va être intéressant de combler toute la toiture, parce qu'en fait, il y a quand même un avantage, si on peut le dire, au fait que l'électricité a augmenté, c'est qu'elle a aussi augmenté à la revente. Donc un gars qui a une grande toiture plate et qui ne consomme pas beaucoup, dans le business plan, ça va être intéressant de combler toute la toiture et de revendre l'électricité. Il y a un gros changement aussi, c'est qu'il y a une diminution drastique des certificats verts en juillet 2022, hein, Vincent, divisé par 5, comme ça. On l'a appris hier, donc dans un mois. Donc il faut quand même 5 mois pour réserver les certificats verts.
Et ils nous ont dit hier que dans un mois, ça a divisé par 5. Donc c'est magnifique. Et à partir du 1er janvier 2023, ça va être un système unique en 10 kW, c'est 1000 kW, un truc complètement aberrant. Moi, ce que je dis aux gens, comptez plus sur le certificat vert, point. C'est votre gain, c'est l'économie en électricité sur votre facture, ce que vous revendez. Mais les certificats verts, vous oubliez, ou plus ou moins. Alors, les batteries. Donc là, on voulait expliquer vite fait les 3 possibilités de batteries. Donc, il y a les batteries au plomb, AGM et carbone. Il faut savoir qu'une batterie au plomb, on peut utiliser seulement 50% d'énergie d'une batterie au plomb. Et c'est finalement intéressant que pour un démarrage de moteur, donc une voiture. Une voiture thermique, pas électrique. Une voiture thermique qui a un gros courant de démarrage, une batterie au plomb, au carbone, AGM, ça va être intéressant. Alors les batteries d'eau salée, on a voulu essayer pour l'écologie. Ça paraissait cool, mais le courant de décharge est extrêmement faible. Donc ça existe. Il y a de temps en temps une personne perchée ou deux qui vont vouloir ça en dépit de rentabilité, mais c'est pas intéressant. Les batteries lithium. Les batteries lithium, c'est la seule batterie qui est pas trop mauvaise en rentabilité, mais qui est quand même très mauvaise. Donc une batterie lithium, on peut décharger 90% d'une batterie lithium. Donc ça, c'est technologiquement, en fait, une batterie lithium, c'est vraiment au point. Donc ça veut dire qu'une batterie de 100%, on va pouvoir la décharger jusqu'à 10%. Et chaque kilowattheure qu'on envoie dans la batterie, qu'on récupère, on va récupérer 93% de ce qu'on a envoyé. C'est un super rendement. Une batterie au plomb, en fait, c'est 50% de 50%, donc plus ou moins 25%. La batterie au lithium, elle va être intéressante, je mets des gros guillemets sur intéressant, pour du cyclage, donc vraiment l'utiliser 1 à 2 fois, 3 fois par jour. Et là à droite, on voit un petit graphique, et vous verrez que sur ce graphique-là, il n'y a pas le réseau. Parce que les batteries qu'on place, dans 95% des cas, c'est pour électrifier des sites qui n'ont pas accès au réseau. En fait, la seule rentabilité d'une batterie, c'est quand on reste demande 100 000 pour raccorder un client, et que nous, on sait le faire pour 60. Quelqu'un qui a déjà le réseau électrique, ça va pas être intéressant. Et c'est pas près de l'être. Ici, c'est simplement pour expliquer, donc, batterie, c'est intéressant, off-grid. Et alors, des prix, donc une batterie pour une autonomie de 2 heures, donc c'est quand même pas grand-chose, c'est 3 500 €. Pour une autonomie de 4 heures, c'est 5 500. Et alors là, j'ai fait une petite faute, vous m'en excuserez, les copier-coller. Donc pour une autonomie de 8 heures, c'est 9 000 €. Donc c'est quand même un sacré budget. Il faut savoir que, par exemple, une batterie de 5 500 €, si on veut essayer de la rentabiliser avec le tarif prosumeur, il va falloir plus ou moins 10 ans pour la rentabiliser, et c'est sa durée de vie. Ça, c'est un petit schéma. C'est pour une banque qu'on va électrifier de nouveau à Ciney. Donc Ores demandait 110 000 € pour électrifier cette banque. Et nous, on fait l'électrification de la banque, la production d'électricité et la production de chaleur pour 110 000 €. Donc avec 110 000 € chez Ores, donc ils avaient un droit à avoir de l'électricité et ensuite à la payer. Et nous, on arrive à électrifier le site avec des batteries, avec une cogénération pour la production de chaleur en hiver et la production d'électricité. Pour le même montant en fait. Et quand on reprend le cas de Laurent Cher, qui est une boucherie à Malempré, il nous a communiqué pas plus tard que la semaine passée sur pas plus tard que la semaine passée, sur 2 mois de temps, il était à 40 € de consommation de mazout en 2 mois. C'est son seul combustible sur son site. Ça, c'est l'évolution du prix des batteries. Donc j'entends souvent chez les clients, et c'est pour ça qu'on le dit, c'est quand les batteries seront au point, ça c'est pas vrai, elles sont déjà au point. Et quand les batteries vont diminuer, malheureusement c'est pas le cas non plus. Elles ont bien diminué en fait avec l'augmentation de la production des véhicules électriques. Donc il y a eu des nouvelles technologies, une augmentation de rendement. Avec Covid-Ukraine, voilà, c'est reparti à la hausse. Donc ça on oublie. Et surtout que le tarif prosumeur, donc en fait une batterie ça peut être intéressant en résidentiel quand on le compare au tarif prosumeur, et le tarif prosumeur lui n'a pas augmenté, et le prix des batteries ont pris plus de 50%, donc c'est pas encore intéressant. Voilà, la présentation se termine. Donc ça c'est la présentation de
notre nouveau bâtiment qui sera ici où on est assis. Donc à droite c'est le bâtiment existant, à gauche ça va être le nouveau bâtiment. La présentation sera disponible par email. Vous pouvez demander simplement à notre adresse mail hello@novoe.com pour avoir la présentation. Greg, je sais pas si tu as un petit peu des questions vaches à me poser. Un petit défi. Je vais me faire plaisir. Pas sûrement physique. Hein. Non, ça y est, trop tard. Moi, j'ai un ami qui a été très, très bien inspiré. Donc, il a mis une pompe à chaleur. Il vient de commander une voiture hybride. Et il n'a pas de panneau photovoltaïque. Il a une piscine. Qu'est-ce qu'il doit faire? À part aller chercher son livret vert et... Donc, il a une pompe à chaleur, piscine, véhicule électrique. Oui. Il n'a pas mis de panneau. Non. Okay. Je lui ai renseigné Novoe pour... C'est pas obligé. Donc moi, ce que je dis souvent par rapport au système de chauffage, c'est que c'est bien d'avoir deux systèmes de chauffage différents. Donc par exemple, avoir une pompe à chaleur pour la période où il y a beaucoup d'ensoleillement mais qui fait froid et nuageux, et d'avoir une autre source d'énergie pour le chauffage, donc par exemple du bois, s'il aime bien ça. Évidemment, ça dépend des gens. Donc avoir la pompe à chaleur quand il faut ensoleiller. Il n'est pas très manuel. Tu compliques les choses. Alors le pelet, ça descend, c'est assez simple, c'est un petit sac qu'on met dedans. Et je pense qu'on l'aide à assembler ou... Ok, très bien. Donc panneau photovoltaïque, un deuxième système de chauffage, vraiment quand la pompe à chaleur va avoir un mauvais rendement, une autre source de chauffage, évidemment pas du gaz ni du mazout, plutôt du bois ou du pellet, ou de la plaquette, mais ça c'est pour les chaudières industrielles. Et pour la voiture électrique, c'est une régulation dynamique, donc essayer de recharger au maximum quand les panneaux produisent de manière instantanée. Donc ça va être très très important dans les années à venir, c'est de toujours consommer quand on produit. Ça devient quand même compliqué d'avoir autant de panneaux que nécessaire que pour une piscine, une pompe à chaleur pour le chauffage et une voiture électrique. Il n'y a pas de solution miracle. Non, c'est clair. D'ailleurs, la voiture électrique, si monsieur va recharger tout le temps chez lui, ça va coûter très cher. Il n'a plus de travail, donc... Il se ronge dans la bière. Donc, pour la voiture électrique, comme on le voyait tantôt, il faut vite 25-30 panneaux juste pour la voiture. Pour une pompe à chaleur, il en faut encore bien 12. Pour la consommation de base, il en faut 12. Pour une piscine, 12. Ça fait vite 60-70 panneaux, donc il faut sortir le chèque. Là. À un moment, on sait mettre des panneaux partout où on peut. On ne sait pas faire grand-chose d'autre. Trouver une source alternative de chauffage qui est moins chère que de l'électricité ou du gaz ou du mazout, c'est-à-dire du bois. Ok. J'ai une question qui me vient à l'esprit parce qu'elle me concerne. Moi, j'ai installé des panneaux il y a 10 ans, je pense. Une super société à l'époque, mais donc c'était des panneaux de 230 watts crête. Est-ce qu'on peut remplacer ces panneaux aujourd'hui qui sont, il faut le dire, ce qui est amorti, par des nouveaux panneaux de nouvelle génération qui sont, pour mémoire, quasi 2 fois plus puissants? Est-ce qu'on peut repartir de la même installation, du même onduleur et ce genre de choses, ou est-ce que ça demande des modifications techniques importantes? En résumé, est-ce que c'est du plug and play ou est-ce qu'il faut revoir toute l'installation? C'est vraiment une bonne question, j'aurais dû le mettre dans ma slide, mais merci d'être là, Greg. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens maintenant qui ont déjà des panneaux, des anciens panneaux. Donc pour répondre à ça, j'ai parlé couche par couche. Donc en toiture, remplacer les anciens panneaux par des nouveaux, c'est possible, sauf que les nouveaux panneaux sont un peu plus grands. Donc ça va être une question de calpinage, évidemment. Les panneaux d'avant faisaient 1m65, maintenant 1m80. Mais sur les rails, on sait les mettre ou il faut déplacer les rails? On sait les mettre sur les rails. Ouais. Mais par exemple, si on avait déjà un porte-à-faux de 50 cm avant sur le panneau, vu que le panneau est plus grand, à un moment donné, le porte-à-faux va être trop grand, il va peut-être falloir faire des modifs en toiture. Donc c'est du cas par cas. Ça c'est pour la toiture, donc en principe c'est possible quand même, même sur les mêmes rails dans la majorité des cas. Alors au niveau de l'onduleur, généralement les installations anciennes ont déjà 10 ans, et la durée de vie d'un onduleur on parle de 15 ans. Après on a vu des onduleurs SMA dans la nature qui avaient 17-18 ans. Il est peut-être intéressant d'en profiter pour changer l'onduleur à ce moment-là, que de laisser l'ancien onduleur et puis 1 mois après ou 2 ans après venir le changer. Ça me paraît un peu compliqué de laisser l'ancien, surtout que
Les panneaux à l'heure actuelle, on monte plus haut en tension et les anciens onduleurs ne permettaient pas ça. Donc, on va peut-être être contraint en toiture à cause de l'ancien onduleur, alors qu'il va peut-être claquer 2 ans après, quoi. Et puis alors, il y a aussi la partie certificat vert, JRD et tout ça qu'il faut gérer aussi de nouveau cas par cas. Parce que si vous avez encore des certificats verts, on ne peut pas changer les panneaux. On ne peut pas non plus augmenter la puissance comme on veut de l'onduleur. Il y a différents problèmes par rapport à ça. Je ne sais pas si... Ouais, tu as encore une question? Oui, juste une dernière. Moi, je dois changer mes panneaux, je dois en rajouter. J'espère que tu me feras un bon prix. Oui. Vous êtes témoin? Donc les panneaux actuels font quoi? 500 watts par panneau? 485? Ouais, les panneaux actuels font 325 watts, donc 400. Avant, ils faisaient 250 watts, mais ils étaient 1,5 fois plus petits. Donc en gros, ils sont passés de 19% de rendement à 20%, donc il faut pas, ou 18 à 20. Donc en fait, si vous voulez changer de panneau pour mettre plus de puissance, il y a plein de cas où c'est pas possible parce que finalement, à taille égale, les panneaux sont aussi puissants qu'avant. Donc le rendement en fait n'évolue presque pas. On est passé de 18 à 20%, de manière générale. Donc la puissance de 400 watts crête, on ne doit pas s'attendre à ce que ça change. Ah si, on va être à 600 watts crête maintenant et de nouveau le panneau sera 1,5 fois plus grand. Ah oui, d'accord. Oui. C'est la surface qui augmente, mais pas l'efficacité. Oui, exactement. Le rendement en fait n'augmente pas pour le moment. D'ailleurs, on est allé à Munich il y a 3 semaines ou un mois et tout le monde était fier de présenter les panneaux de 600 watts qui étaient 50% plus grands. Donc il y a de l'évolution dans les batteries, par contre dans les panneaux, en fait la seule chose qu'il y a comme évolution dans les panneaux, c'est qu'ils arrivent à mettre plus de cellules dans le même panneau, quoi. Donc ils les coupent dans... En fait avant il y avait une cellule avec un losange, et puis ils se sont dit zut, dans le losange on perd de la place. Puis ils les ont coupés en 2, ils se sont dit on en met un peu plus, puis maintenant ils les coupent en 3, puis après ils se sont dit on va les couper en 10. Et en fait ils arrivent à mettre plus de cellules dans le même panneau, mais le rendement de la cellule n'augmente quasiment pas, quoi. Ils sont un peu plus beaux qu'avant. Avant, ils étaient bleus, maintenant, ils sont noirs. Il n'y a pas de grande évolution. Un peu plus narratif. Les Oui. panneaux restent toujours standards. Il n'y a pas de dimension qui varie. On met plus de cellules. On ne change pas la dimension des panneaux. Ben, malheureusement, si. Avant, c'est vrai que la dimension d'un panneau était totalement standard. Pendant 5-6 ans, les panneaux faisaient 1m65 sur 99 cm. Tout le monde. C'était génial. 35 mm d'épais. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi, je pense que avant Covid et Ukraine, ça évoluait tous les 2-3 mois. On avait des nouvelles dimensions de panneaux, plus larges, plus grands. Ils arrivaient à mettre une demi-cellule en plus, ils étaient contents et ça avait agrandi ou amélioré le rendement de 0,1%. Donc les panneaux, ça change tout le temps, donc c'est assez compliqué pour nous à gérer parce que même les épaisseurs changent, donc les fixations sont différentes. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Plus on pose des questions, plus il faut attendre pour boire donc, et manger. Donc si vous n'avez plus de questions, moi j'ai 2 petits cadeaux à remettre à Greg et à Morgane. Greg? Non, honneur à Morgane d'abord. Donc c'est un petit cadeau de la pause chocolatée. Franchement c'est assez sympa, c'est ici à Marche, évidemment à Marche. Il y a les baisers de Marche aussi qui sont sympas. Donc c'est un petit assortiment pour vous remercier. Donc je termine par là où je devais peut-être commencer, mais je suis pas très dans les présentations, etc. Je suis plutôt mathématicien que dans... Ah, c'est beau ça. Donc je présente Greg qui est en fait de Act Energy. Donc on peut peut-être aller au slide suivant si j'ai assez de câbles. Donc Greg en fait c'est un ancien collègue, super sympa, super mignon, qui voilà. On peut l'applaudir. Allez, on applaudit Greg. Donc voilà, on s'est lié d'amitié avec Greg et vu qu'il travaille bien, on a continué aussi sur le plan professionnel. Et lui, il est vraiment spécialisé dans l'énergie. T'as toujours pas compris ce que je faisais en fait. Alors Morgane, c'est plus facile. C'est la société Cholima. J'hésitais sur la prononciation. Donc elle est comptable fiscaliste.
dans la région de Snow, qui est trop, pareil, Liège. Et voilà, donc elle est à votre service aussi. Et moi, en fait, Morgane, je te connaissais pas, c'est la comptable de Grec. Alors, Morgane est une super comptable, parce qu'elle traite les factures, mais elle n'en envoie pas. Donc, elle est toute... On peut l'applaudir aussi. Ben voilà, merci à tout le monde, en tout cas, pour votre venue. Et en tout cas, on va faire un petit peu la fête aussi ce soir. On va pas rester sur des bancs d'église toute la soirée. Et on va boire un petit verre. Il y a de la bière au fût. On appelle ça la Novoe. C'est la Triumph, pardon. Et il y a un buffet burger, vous pouvez vous servir. Et il n'y a pas d'heure de fin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci.